Bon, bah je vais m'occuper de rallumer le feu. Ce sera ça de fait en attendant que tout le monde arrive. Après avoir donné aux humains cette brutale leçon sur la puissance de leurs armes, les Martiens regagnèrent leur première position sur la lande de Horschel, et dans leur hâte, encombrés des débris de leurs compagnons, ils négligèrent sans doute plus d'une fortuite et inutile victime telle que moi. S'ils avaient abandonné leurs camarades et sur l'heure poussé en avant, il n'y avait alors entre eux et Londres que quelques batteries de campagne, et ils seraient certainement tombés sur la capitale avant l'annonce de leur approche. Leur arrivée eût été aussi soudaine, aussi terrible et funeste que le tremblement de terre qui détruisit Lisbonne. Mais ils n'éprouvaient sans doute aucune hâte. Un par un, les cylindres se suivaient dans leur course interplanétaire. Chaque 24 heures leur amenait des renforts. Pendant ce temps, les autorités militaires et navales, se rendant pleinement compte de la formidable puissance de leur antagoniste, se préparaient à la défense avec une fiévreuse énergie. On disposait incessamment de nouveaux canons, si bien qu'avant le soir, chaque taillis, chaque groupe de villas suburbaines, étagées au flanc des collines des environs de Richmond et de Kingston, masquait de noires et menaçantes bouches à feu. Dans l'espace incendié et désolé, en tout peut-être une trentaine de kilomètres carrés qui entouraient le campement des Martiens sur la lande de Horschel à travers les ruines et les décombres des villages, les arcades calcinées et fumantes qui un jour seulement auparavant avaient été des bosquets de sapins se glissaient d'intrépides éclaireurs munis d'héliographes pour avertir les canonniers de l'approche des Martiens. Mais les Martiens connaissaient maintenant la portée de notre artillerie et le danger de toute proximité humaine, et nul ne s'aventura qu'au prix de sa vie dans un rayon d'un mille autour des cylindres. Il paraît que ces géants passèrent une partie de l'après-midi à aller et venir, transportant le matériel des deux autres cylindres, le second tombé dans les pâturages d'Addlestone et le troisième à Pyford, à leur place primitive sur la lande de Horschel. Au-dessus des bruyères incendiées et des édifices écroulés, commandant une vaste étendue, l'un d'eux se tint en sentinelle tandis que les autres, abandonnant leur énorme machine de combat, descendirent dans leurs trous. Ils y travaillèrent ferme bien avant dans la nuit, et la colonne de fumée dense et verte qui s'élevait et planait au-dessus d'eux se voyait des collines de Mero, et même, dit-on, de Benstead et d'Epsom Down. Alors, tandis que derrière moi les Martiens se préparaient ainsi à leur prochaine sortie, et que devant moi l'humanité se ralliait pour la bataille, avec une peine et une fatigue infinies à travers les flammes et la fumée de Weybridge incendiée, je me mis en route vers Londres. J'aperçus, lointaine et minuscule, une barque abandonnée qui suivait le fil de l'eau. Je quittai la plupart de mes vêtements bouillis, et quand elle passa devant moi, je l'atteignis, et pus ainsi échapper à cette destruction. Il n'y avait dans la barque aucun aviron, mais autant que mes mains aux trois quarts cuites me le permirent, je réussis à pagayer en quelque sorte en descendant le courant vers Halliford et Welton, d'une allure fort lente, et comme on peut bien le comprendre, en regardant continuellement derrière moi. Je suivis la rivière parce que je considérais qu'un plongeon serait ma meilleure chance de salut si les géants revenaient. L'eau, que la chute du Martien avait portée à une température très élevée, descendait en même temps que moi avec un nuage de vapeur, de sorte que pendant plus d'un kilomètre, il me fut presque impossible de rien distinguer sur les rives. Une fois cependant, je pus entrevoir une file de formes noires s'enfuyant de Weybridge à travers les prés. Halliford me sembla absolument désert, et plusieurs maisons riveraines flambaient. Il était étrange de voir la contrée si parfaitement tranquille et entièrement désolée sous le chaud ciel bleu, avec des nuées de fumée et des langues de flammes montant droit dans l'atmosphère ardente de l'après-midi. Jamais encore je n'avais vu des maisons brûlées sans l'ordinaire accompagnement d'une foule gênante. Un peu plus loin, les roseaux desséchés de la rive se consumaient et fumaient, et une ligne de feu s'avançait rapidement à travers les chaumes d'un champ de luzerne. Je dérivais longtemps, endolori et épuisé par tout ce que j'avais enduré, au milieu d'une chaleur intense réverbérée par l'eau. Puis mes craintes reprirent le dessus, et je me remis à pagayer. Le soleil écorchait mon dos nu.
Enfin, comme j'arrivais en vue du pont de Walton, au coude du fleuve, ma fièvre et ma faiblesse l'emportèrent sur mes craintes, et j'abordai sur la rive gauche où je m'affaissais, inanimé, parmi les grandes herbes. Je suppose qu'il devait être à ce moment entre 4 et 5 heures. Au bout d'un certain temps, je me relevai, fis sans rencontrer âme qui vive, un bon demi-kilomètre, et finis par m'étendre de nouveau à l'ombre d'une haie. Je crois me souvenir d'avoir prononcé à haute voix des phrases incohérentes pendant ce dernier effort. J'avais aussi grande soif, et regrettais amèrement de n'avoir pas bu plus d'eau. Alors, chose curieuse, je me sentis irrité contre ma femme, sans parvenir à m'expliquer pourquoi, mais mon désir impuissant d'atteindre Leatherhead me tourmentait à l'excès. Je ne me rappelle pas clairement l'arrivée du vicaire, parce qu'alors probablement je devais être assoupi. Je l'aperçus soudain, assis, les manches de sa chemise souillées de suie et de fumée, et sa figure glabre tournée vers le ciel où ses yeux semblaient suivre une petite lueur vacillante qui dansait dans les nuages pommelés, un léger duvet de nuages à peine teinté du couchant d'été. Je me soulevai, et au bruit que je fis, il ramena vivement ses regards sur moi. « Avez-vous de l'eau » demandai-je brusquement. Il secoua la tête. « Vous n'avez fait qu'en demander depuis 1 heure, dit-il. Un instant, nous nous regardâmes en silence, procédant l'un et l'autre à une réciproque inspection de nos personnes. Je crois bien qu'il me prit pour un être assez étrange, ainsi vêtu seulement d'un pantalon trempé et de chaussettes, la peau rouge et brûlée, la figure et les épaules noircies par la fumée. Quant à lui, son visage dénotait une honorable simplicité cérébrale. Sa chevelure tombait en boucles blondes crépues sur son front bas, et ses yeux étaient plutôt grands, d'un bleu pâle et sans regard. Il se mit à parler par phrases saccadées, sans plus faire attention à moi, les yeux égarés et vides. « Que signifie tout cela? Que signifient ces choses ?» demandait-il. Je le regardai avec étonnement, sans lui répondre. Il étendit en avant une main maigre et blanche et continua sur un ton lamentable. « Pourquoi ces choses sont-elles permises? Quel péché avons-nous commis? Le service divin était terminé, je faisais une promenade pour m'éclaircir les idées, quand tout à coup éclatèrent l'incendie, la destruction et la mort, comme à Sodome et à Gomorrhe. Toute notre œuvre détruite, toute notre œuvre. Qui sont ces Martiens? Qui sommes-nous? Lui répondis-je, toussant pour dégager ma gorge embarrassée et sèche. Il empoigna ses genoux et tourna de nouveau ses yeux vers moi. Pendant une demi-minute, il me contempla sans rien dire. « Je me promenais par les routes pour éclaircir mes idées, reprit-il, et tout à coup éclatèrent l'incendie, la destruction et la mort. » Il retomba dans le silence, son menton maintenant presque enfoncé entre ses genoux. Bientôt, il continua en agitant sa main. « Toute notre œuvre, toutes nos réunions pieuses, qu'avons-nous fait? Quelle faute a commise Weybridge? Tout est perdu, tout est détruit. L'église, il y a 3 ans seulement que nous l'avions rebâtie, détruite, emportée comme un fétu. Pourquoi ?» Il fit une autre pause, puis il éclata de nouveau comme un démon. Il fit une autre pause, puis il éclata de nouveau comme un démon. La fumée de son embrasement s'élèvera sans cesse, cria-t-il. Ses yeux flamboyaient et il étendit son doigt maigre dans la direction de Weybridge. Je commençais maintenant à connaître ses mesures. L'épouvantable tragédie dont il avait été le spectateur, il était évidemment un fugitif de Weybridge, l'avait amené jusqu'aux dernières limites de sa raison. « Sommes-nous loin de Sunbury ?» lui demandai-je d'un ton naturel et positif. « Qu'allons-nous devenir ?» continua-t-il. « Y a-t-il partout de ces créatures? Le Seigneur leur a-t-il livré la terre? » Sommes-nous loin de Sunbury? Ce matin encore, j'officiais à... Les temps sont changés, lui dis-je paisiblement. Il ne faut pas perdre la tête, il y a encore de l'espoir. De l'espoir? Oui, beaucoup d'espoir, malgré tous ces ravages. Je commençai alors à lui expliquer mes vues sur la situation. Il m'écouta d'abord en silence, mais à mesure que je parlais, l'intérêt qu'indiquait son regard fit de nouveau place à l'égarement, et ses yeux se détournèrent de moi. « Ce doit être le commencement de la fin !»
reprit-il en m'interrompant. La fin, le grand et terrible jour du Seigneur, lorsque les hommes imploreront les rochers et les montagnes de tomber sur eux et de les cacher à la face de celui qui est assis sur le trône. Je me rendis compte de la situation. Renonçant à tout raisonnement sérieux, je me remis péniblement debout, et m'inclinant vers lui, je lui posai la main sur l'épaule. « Soyez un homme, dis-je. La peur vous a fait perdre la boussole. À quoi sert la religion si elle n'est d'aucun secours quand viennent les calamités? Pensez un peu à ce que les tremblements de terre, les inondations, les guerres et les volcans ont fait aux hommes jusqu'à présent. Pourquoi voudriez-vous que Dieu eût épargné Weybridge? Il n'est pas agent d'assurance. » Un instant, il garda un silence effaré. « Mais comment échapperons-nous » demanda-t-il brusquement. « Ils sont invulnérables, ils sont impitoyables. »« Ni l'un, ni l'autre, peut-être, répondis-je. Plus puissants ils sont, plus réfléchis et plus prudents il nous faut être. L'un d'entre eux a été tué là-bas, il n'y a pas 3 heures. »« Tué !» dit-il, en promenant ses regards autour de lui. « Comment les envoyés du Seigneur peuvent-ils être tués ?» Je l'ai vu de mes yeux, continuai-je à lui conter. Nous avons eu la malchance de nous trouver au plus fort de la mêlée, voilà tout. Qu'est-ce que cette petite lueur dansante dans le ciel? Demanda-t-il soudain. Je lui dis que c'était le signal de l'héliographe, le signe du secours et de l'effort humain. Nous sommes encore au beau milieu de la lutte, si paisibles que soient les choses. Cette lueur dans le ciel prévient de la tempête qui se prépare. Là-bas, selon moi, sont les Martiens, et du côté de Londres, là où les collines s'élèvent vers Richmond et Kingston, et où les bouquets d'arbres peuvent les dissimuler, des terrassements sont faits et des batteries disposées. Bientôt, les Martiens vont revenir de ce côté. Au moment où je disais cela, il se dressa d'un bond et m'arrêta d'un geste. « Écoutez » dit-il. De par-delà les collines basses de la rive opposée du fleuve, nous arriva le son étouffé d'une canonnade éloignée et de cris sinistres et lointains. Puis tout redevint tranquille. Un hanneton passa en bourdonnant par-dessus la haie auprès de nous. À l'ouest, le croissant de la lune, timide et pâle, était suspendu très haut dans le ciel, au-dessus des fumées de Weybridge et de Shepperton, par-dessus la splendeur calme et ardente du couchant. « Nous ferions mieux de suivre ce sentier vers le nord, dis-je.